La privatisation de la Française des Jeux fait la une. La souscription sera lancée à compter du 7 novembre. Elle s'achèvera le 19 novembre et on va essayer de comprendre dans quoi vous pourriez investir si d'aventure vous étiez tenté par cette privatisation de la FDJ. Alors, pour cette émission, j'ai deux experts sur le plateau. Elsa Fernandez, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la gestion privée chez sicavanline.fr et nous avons une personnalité de YouTube en la personne de Richard Détente. Richard, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes éditorialiste de la chaîne Grand Angle sur YouTube, une chaîne qui marche bien. Vous avez combien d'abonnés aujourd'hui ? 55 000 à peu près. C'est tout de même un beau succès puisque vous traitez essentiellement de sujets patrimoniaux et d'économie. Finance, économie, et en vulgarisant les sujets, expliquer simplement les choses qui peuvent paraître complexes au premier abord. C'est une belle ambition. Alors, on va parler tout de suite de la Française des Jeux et on va découper cette émission en 4 parties. On va d'abord parler du marché mondial des Jeux parce que c'est bien de mettre en contexte cette privatisation et de voir un peu comment ce marché fonctionne et quels sont les ordres de grandeur de ce marché. Ensuite, ce sera une présentation en entonnoir. On va parler du marché français et puis évidemment, on va aborder l'entreprise en elle-même, la FDJ, voir un peu quels sont son modèle économique et ses relais de croissance potentiels. Et puis, on va évidemment traiter la question de la privatisation. Alors, commençons tout de suite, et je vais m'adresser à vous, Elsa, avec le marché mondial des jeux. C'est un marché qui est considérable. Alors effectivement, aujourd'hui, il est considérable puisqu'il représente à peu près 400 milliards de produits bruts de jeux. Pour ce qui est du marché légal. Alors oui, on va préciser avant, et c'est de ma faute, j'aurais dû vous faire commencer par là, parce qu'on va manipuler certaines notions, dont le produit brut de jeu, mais on va évoquer un certain nombre de critères qui permettent d'évaluer un peu le comportement et la rentabilité des acteurs du secteur. Donc il y a le produit brut de jeu, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors effectivement, il y a 3 notions à avoir, les mises, le produit brut de jeu et le TRJ, le taux de retour aux joueurs. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, les mises, c'est tout simplement l'intégralité des mises qui sont collectées par une société, qui ensuite est divisée en 2 parties. Le taux de retour aux joueurs, le TRJ, et le reliquat s'appelle le PBJ, le produit brut de jeu. Donc c'est le revenu brut en fait, des opérateurs de jeu. Exactement. Et le taux de retour de jeu, c'est ce qui revient aux joueurs, c'est ce que les joueurs ont gagné finalement. C'est ça. Ok, alors... Très bien. Vous disiez que sur le marché mondial, on avait 400 milliards de PBJ, de produits bruts de jeu. On ne parle pas des mises. Non, effectivement, seulement de produits bruts de jeu. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez important. Et comme je vous le disais, c'est seulement sur la partie donc, du coup, de marché légal. Il y a toute une partie de marché illégal qui représente en fait un chiffre qui est bien plus important que ça, puisqu'on l'estime aujourd'hui à peu près 600 milliards de produits bruts de jeu pour la partie illégale. 600 milliards, dont 130 milliards aux États-Unis et 500 milliards en Chine. Effectivement, en fait, c'est plus de 600 milliards. Effectivement, mais c'est majoritairement concentré en Chine, effectivement. Alors, quels sont les types d'acteurs qu'on rencontre sur ce marché du jeu ? Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs qui sont sur des modèles économiques qui peuvent être extrêmement différents. Alors, vous avez bien sûr peut-être celui qu'on connaît bien, qui est le monde des casinos, finalement, avec des grands groupes, des plus petits groupes et même parfois des acteurs indépendants. Vous avez des opérateurs diversifiés qui s'appellent les bookmakers, souvent internationaux. Par exemple, on peut parler de William Hill, c'est une société qu'on connaît plutôt bien. Ensuite, vous avez bien sûr la loterie, les loteries nationales. Donc, par exemple, vous avez LAE, qui est la loterie nationale en Espagne. Camelot au Royaume-Uni. Exactement. Vous avez également les pure players. Alors, ce qu'on appelle les pure players, c'est en fait, des sociétés qui sont spécialisées sur les jeux en ligne. Oui, donc, c'est les pure players online. Online, exactement. Winamax, par exemple, en fait partie. Et enfin, vous avez les opérateurs B2B de technologie de jeu, donc en fait, qui vont vendre leur technologie aux 4 autres opérateurs précédemment. Oui, parce qu'en effet, on peut vendre des solutions, on peut être positionné sur ce secteur en ne vendant que des solutions informatiques à d'autres opérateurs. Bien sûr. Les facteurs clés d'évolution de ce marché. Alors d'abord, il y a les tendances. Quelles sont les grandes tendances qui animent ce marché ? Effectivement, il y a plusieurs choses. Il
Il y a des relais de croissance qui sont assez importants, notamment sur ce qui est sur le digital. La tendance du moment, c'est les paris sportifs, en l'occurrence. Mais le digital est effectivement un relais de croissance qui est extrêmement important. Et ensuite, vous avez effectivement des zones géographiques qui sont aujourd'hui finalement encore peu exploitées, notamment les États-Unis, qui vient de tout récemment en fait ouvrir son marché sur les paris sportifs. Ouais, alors ça, c'est un truc incroyable. En effet, on aurait imaginé que les Américains seraient à la pointe, mais jusqu'à présent, on avait une législation fédérale qui interdisait, qui restreignait tout pari sportif à l'État du Nevada. Exactement. Et aujourd'hui, donc, cette législation a sauté et le marché américain va s'ouvrir. Et on a parlé donc de 130 milliards de PBJ, de produits bruts de jeu, illégal aux États-Unis. Donc c'est un marché qui va devenir légal. Donc on voit l'ampleur du phénomène. Donc vous avez dit les relais de croissance, le pari sportif, notamment aux États-Unis, le développement du online, parce que ça aussi, c'est la grande tendance, c'est-à-dire la digitalisation de toute cette industrie, hein, c'est ça. Bon, ça c'est des relais de croissance, des tendances fortes, mais est-ce qu'il y a des impératifs clés qui sont déterminants pour les acteurs du secteur ? Un des impératifs aujourd'hui et qui va être également un challenge de demain, c'est concrètement la maîtrise que l'on va avoir de sa technologie informatique. Puisque effectivement, pour profiter de ce relais de croissance qui est le digital, il faut être en pleine maîtrise de ces outils pour permettre effectivement de profiter de ce relais-là. Il y a des contraintes aussi sur ce marché. Les contraintes structurelles qui ne sont pas des moindres. Il y en a deux grosses contraintes. La première, vous vous en doutez sûrement, c'est la réglementation. Aujourd'hui, quels que soient les pays, effectivement, il y a quand même une réglementation qui est assez forte sur ce secteur-là. Et il y en a une autre contrainte qui est celle de la fiscalité. En France, effectivement, on a un très bel exemple avec une fiscalité importante sur les sociétés du secteur. La réglementation, il faut préciser, il y a des marchés légaux régulés et des marchés légaux non régulés aussi. Et on a des acteurs qui sont parfois positionnés sur les deux. Effectivement. Mais ça conditionne beaucoup le compte de résultat. Oui, et puis pour vous donner en France, ça va vraiment conditionner, si vous voulez, le dynamisme du secteur et de certaines sociétés. Par exemple, la dernière grande évolution qu'on a eue en France sur le secteur, c'était en 2010, avec l'ouverture finalement des jeux d'argent en ligne. Et en fait, il y a l'Argel qui a été créé concomitamment, où effectivement on a eu une explosion. Alors l'Argel, c'est l'autorité de régulation. Exactement, pour la partie effectivement jeux en ligne. Il y a eu énormément de sociétés qui ont été créées suite justement à cette loi en 2010 et qui ont vraiment dynamisé le secteur. Alors il y a eu au début énormément de sociétés, finalement la réglementation a fait que petit à petit le chiffre d'acteurs sur le marché s'est amoindri, on est autour de 15 aujourd'hui. Mais effectivement, contre 49 en 2011, hein, c'est bien ça, Elsa. Exactement, c'est ça. Donc c'est vraiment, la réglementation va vraiment dicter finalement quand même les tendances et les directions que vont prendre le secteur. La réglementation et la concurrence, parce que c'est un marché concurrentiel. C'est un marché concurrentiel. Après, effectivement, ces deux contraintes structurelles font quand même une barrière à l'entrée qui n'est pas négligeable. Ça, c'est pour le cas français, on va y revenir. Alors, le marché français, justement, il s'organise, il s'articule comment ? Alors, aujourd'hui, on peut diviser le marché français en 4 silos. Alors, vous avez la Française des Jeux, bien sûr, le PMU, que tout le monde connaît très bien également. Vous avez tout ce qui est pure player, donc ce que je vous disais, par exemple, prendre Winamax pour les Français ou Unibet pour les acteurs internationaux. Et vous avez enfin, bien sûr, toujours les casinos. Le marché français, c'est en 2018 10 milliards de produits bruts de jeu, c'est bien ça ? Oui. Et c'est un marché assez intéressant, c'est un marché qui a cru ces dernières années. Hein. Je crois que c'est 2% de croissance, Richard, entre 2014 et 2018. Oui, environ 2% de croissance pour la partie jeux en France. Et à l'intérieur de ça, on a les produits de loterie et de grattage qui sont à 2,5% et les paris sportifs à peu près à 12%. Alors il faut savoir que les paris sportifs, c'est à peu près 1 milliard de produits bruts de jeu. Donc c'est émergent encore par rapport aux jeux de loterie et de grattage, puisqu'on est à peu près à 5 milliards et quelques. Mais en tout cas, on n'est pas du tout sur des mêmes évolutions de croissance. Donc on peut se dire qu'à l'avenir, éventuellement, il y a un développement. À savoir que la Française des Jeux, justement, a un monopole en France sur les jeux de loterie et de grattage, et sur les paris sportifs en kiosque. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un développement du numérique.
Et là-dessus, on est sur une activité concurrentielle pour les paris sportifs. On va revenir à la FDJ plus en détail. Je reste sur le marché français pour le moment. Alors, on a une infographie qui apparaît. Elle est assez intéressante. Il s'agit du nombre de comptes actifs en France par milliers, selon 3 catégories. On a les paris sportifs et on voit que le nombre de comptes a explosé, parce qu'aujourd'hui, on a 334 000 comptes ouverts. C'était en 2016. Les paris hippiques sont en bas de tableau. On voit une érosion assez lente. Et le poker, qui avait commencé très fort, s'est lui-même érodé. Arrive en 2e position. Mais il y a peut-être une remarque à faire sur le nombre de comptes. Oui, alors ce qu'on voit déjà, c'est que les paris hippiques, c'est quand même plutôt confidentiel. Ça touche quand même des personnes, c'est notre fameux PMU, c'est toute une ambiance, c'est tout un... Voilà, un historique. Un historique, voilà. Donc on est sur, c'est comme les casinos, ça reste confiné à un endroit. Le pari hippique, ça reste confiné à une histoire et à un certain type de joueur. Par contre, sur les paris sportifs, on est sur une véritable croissance. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut rapporter un peu le nombre de comptes ouverts à la croissance du secteur. Parce que le nombre de comptes ouverts, il a explosé de x2 ou x3. C'est vraiment des mesures extraordinaires, alors qu'on voit une croissance annuelle de 12%. Et ce qu'il faut comprendre derrière ce type de pari, ce type de jeu, c'est que les joueurs font ce qu'on appelle du multi-compte. Ils profitent en fait de toutes les opportunités que chaque acteur peut offrir et sont actifs sur plusieurs concurrents à la fois. Donc voilà, ça surnuméraire un peu, il y a des comptes surnuméraires entre guillemets par rapport au nombre de joueurs. Alors, ce qui va peut-être nous éclairer davantage, c'est une autre infographie. Alors là, c'est la répartition par revenu brut de jeu en France selon les jeux. Donc on voit bien que les loteries et la loterie et les jeux de grattage représentent 43% en fait de part de marché. Les paris hippiques représentent tout de même encore 21% et les machines à sous, donc les casinos, 19%. Le pari sportif, on est à 11%. Le poker, c'est 4% et le poker en ligne, 2%. Voilà qui est précis et ce sont des chiffres dont on est sûr puisqu'ils sont transmis par l'Argel. Ils se trouvent dans le rapport d'activité de l'Argel, l'autorité donc de régulation du secteur. Alors revenons à la Française des Jeux. La Française des Jeux, c'est le 2e acteur européen et le 4e mondial. Hein. C'est bien ça, Elsa ? C'est bien ça. Alors c'est un groupe avec des spécificités fortes. Les métiers, il faut y revenir, vous avez commencé à en parler, Richard. Bon, il y a le monopole sur la loterie. Oui, alors voilà, la Française des Jeux, c'est avant tout le premier acteur français sur les jeux. Et il faut bien voir, l'activité, elle se découpe. Alors, il y a un silo, on va appeler ça comme ça, de grattage et de tirage que tout le monde connaît, avec le fameux loto, avec les morpions, enfin tous ces trucs-là. Et là, c'est vraiment le cœur de métier et quelque part là où il y a le plus d'argent pour la Française des Jeux. Et c'est son métier historique où elle a un monopole. Et ce monopole a été reconduit, ça lui a coûté quelques centaines de millions d'euros, 300 millions je crois, pour reconduire ce monopole pour 25 ans à partir de 2018. Donc c'est là où la Française des Jeux trouve une assise, c'est-à-dire que 95% de ces mises sont au sein d'un monopole, où il ne peut pas y avoir de concurrence qui vienne attaquer. Après, il peut y avoir une transformation du secteur, et c'est ça. Un autre aspect aussi, c'est que la Française des Jeux a un savoir-faire du coup sur la mise en œuvre des jeux, et elle peut aussi, alors je ne sais pas si elle le fera, mais en tout cas, une petite part de son activité consiste à exporter son savoir-faire. Oui, elle le fait marginalement aujourd'hui. Voilà, mais on peut très bien imaginer avec un marché américain ou chinois qui compte en centaines de milliards que, eh bien, elles deviennent, je ne sais pas si on rêve, le nouvel Android du jeu, puisqu'elle aurait capacité à expliquer voilà, comment on monte un business dans le jeu. Alors elle l'a déjà fait notamment au Portugal, de mémoire, où elle a déjà vendu une solution de paris sportif à un acteur local. Alors est-ce qu'elle le développera dans le monde ? C'est un des sujets. Mais c'est une activité marginale. Là, on est en quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein, c'est 3 fois rien. Ouais. C'est 3 fois rien. Alors justement, parlons de chiffres un petit peu. Les mises, l'année dernière, c'était combien ? 15 milliards, 15,5 milliards. 15,8 milliards, c'est ça, pour un produit brut de jeu de 5,1 milliards. Voilà. Et un taux de retour aux joueurs de 10,7 milliards, ça, c'est évidemment, puisque on calcule et le PBJ est le produit de la soustraction des mises moins le TRJ. Donc ça, c'est important. Et c'est ce qui est aussi important de noter,
parce qu'on parlait du rôle de l'État, c'est que l'État a gagné simplement en taxes 3,3 milliards avec les mises Alors oui, c'est une spécificité réalisées via la FDJ. C'est une spécificité qu'il faut bien comprendre, c'est que les taxes sont largement supérieures aux impôts. D'un côté, on a les taxes qui sont imposées sur les mises. La base de calcul, c'est les mises, et ensuite on vient les retrancher du produit brut de jeu, c'est-à-dire les mises moins les gains, moins les taxes. Et ça, c'est 3,3 milliards. Donc c'est là que l'État gagne le plus d'argent. Et ensuite, il y a les impôts qui viennent sur l'activité de la société, l'impôt sur les sociétés, et là, on compte en centaines de millions. Donc, ça donne aussi un indice de où est l'intérêt de l'État avec cette privatisation. Quand on dit ils vendent les bijoux de famille, l'État va continuer à toucher les taxes. Et les taxes, c'est le gros de la troupe. Les dividendes, les impôts, c'est quelque chose de l'ordre de 10%. Quoi. On n'est pas sur les mêmes... voilà. Ça, c'est vrai que c'est une notion intéressante à mettre en perspective parce qu'on peut considérer que la FDJ fait partie du bien commun et vendre le bien commun, ça pose peut-être problème. Et en tout cas, ça pose question, ça c'est certain, mais il est vrai que l'État va toujours s'y retrouver grâce à la fiscalité. Alors ça, c'est une bonne question de dire ça pose problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un gouvernement au pouvoir avec une couleur politique. Alors de gauche ou de droite, chacun choisira, parce que ce n'est pas forcément très clair. Mais en tout cas, il y a une couleur politique. Et sur l'aspect des privatisations, l'idée, c'est de dire l'État n'a pas vocation à faire des aspirateurs, des sandwichs ou des jeux en ligne ou des jeux de grattage et de tirage. Donc ils disent, au final, on va privatiser ça et chacun son métier, quoi. Voilà. L'État gère un pays et la Française des Jeux gérera les jeux. Et ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que j'entends des gens dire « oui, mais du coup, on se fait avoir parce que nous, citoyens, on perd une rente via la Française des Jeux ». Alors, on peut le voir comme ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites un investissement locatif, vous achetez un appartement, vous percevez des loyers, eh bien, si vous décidez de revendre votre bien, la valeur de revente de votre bien sera directement proportionnelle à la qualité de votre bien en tant qu'investissement locatif. Donc si les loyers sont élevés et que vous êtes dans un très bon emplacement, vous vendrez très cher. Et après, il s'agit vraiment d'une logique patrimoniale et on pourrait comparer ça à un privé qui dirait moi je me débarrasse de mes appartements parce que je veux me lancer dans un autre business, je vends ce secteur-là et j'investis ailleurs. Oui, et c'est ce que veut faire l'État. Oui, mais en l'occurrence, il ne va pas sortir du secteur complètement parce qu'il réglemente, oui. Il a la main dessus, il décide à peu près il décide des règles. Donc, dire que l'État sort complètement, c'est faux, et il décide de la fiscalité. Donc, il a encore largement la main. Et de la gouvernance, puisqu'il reste dans la gouvernance. Absolument. Donc, ça fait beaucoup. Oui. On parle de privatisation, mais c'est une privatisation où l'État est toujours là. Hein. Donc, alors, ça, c'est un point qu'on abordera plus tard. Je reviens à l'activité en elle-même. Est-ce que cette activité est résiliente et plutôt acyclique ? Alors oui, ce qu'on sait sur l'historique, l'avenir on n'en sait rien, on nous le dira, mais aujourd'hui quand on regarde sur l'historique, et notamment avec la crise de 2008, c'est que c'est une activité qui est peu sensible au cycle. C'est-à-dire que lorsque le PIB baisse, eh bien l'activité de la Française des Jeux baisse beaucoup moins. Et donc quelque part, aujourd'hui, dans un environnement où on craint la récession à peu près à tous les niveaux, on peut se dire que la Française des Jeux souffrira moins que les autres, si la tendance passée se prolonge. D'ailleurs, on a eu une infographie qui s'est affichée pendant que vous parliez, Richard, et qui montre justement la performance en termes de croissance annuelle des mises de la FDJ. On voit qu'on n'a eu que 2 années de retrait depuis 1999, et il s'agit bien évidemment de 2007 et 2008, mais la baisse a été tout de même relativement modique, puisqu'on parle de baisse de 1,8 à 1,1%, contre des hausses généralement plutôt au-delà des 3%. Donc c'est une société qui semble, encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais il faut le rappeler, qui semble plutôt résiliente. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses sur le groupe, en termes de points forts, que vous souhaitez souligner ?
Sur le groupe en lui-même, en fait, toute la question qu'on se pose quand on fait l'analyse de cette valeur, c'est est-ce que c'est une valeur de rendement ou est-ce que c'est une valeur de croissance? Et ça, seul l'avenir nous le dira, mais il y a un potentiel pour les deux. On peut dire que c'est une valeur de rendement parce qu'aujourd'hui, elle bénéficie d'un monopole avec une assise dans 11 000 communes en France, donc 11 000 points de vente physiques, avec une histoire. Tout le monde connaît la Française des Jeux, tout le monde connaît le loto, donc oui, il y a une sorte de rente, de rendement qui s'est installé au travers de son activité historique. Mais on peut aussi y voir une entreprise qui peut devenir une entreprise de croissance si jamais elle développe les spécificités dont on a parlé, l'ouverture à l'international. Est-ce qu'elle sera capable de se transformer? C'est une vraie question. Quand on parle d'ouverture à l'international ou même de croissance et de gain de part de marché, ça suppose souvent, chez les opérateurs de jeux, d'avoir une politique marketing assez agressive. Et ça se traduit comment? Par une montée du taux de retour aux joueurs, ce qu'on appelle le TRJ. En gros, on fait monter les cotes pour que les joueurs gagnent plus et qu'ils viennent chez vous. Or, la Française des Jeux a l'un des TRJ les plus bas du marché. Oui, effectivement, la Française des Jeux a un TRJ qui est assez faible finalement par rapport à ses concurrents parce qu'on tourne autour de 67% environ. Il faut savoir quand même que l'État, aujourd'hui, quand même limite ce TRJ à en moyenne maximum 85%. Sur une période donnée. Sur une période donnée, bien sûr. Et donc du coup, la Française des Jeux, c'est vrai, aujourd'hui, est quand même bien en deçà, bien en retrait par rapport à la limite mise par l'État, mais également par rapport à ses concurrents. Mais la Française des Jeux, finalement, n'a pas vraiment besoin d'aller jouer sur ce terrain-là, puisqu'elle a autre chose qui est quand même assez différenciant, qui est ce qu'on appelle l'heuristique de disponibilité. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Vous nous emmenez loin, là, Elsa. Non, pas si loin. En fait, c'est tout simplement un biais cognitif qui permet, en fait, qui va vous dire qu'on va vous estimer la probabilité d'un événement selon la facilité que vous allez avoir à trouver un exemple. Alors, ça peut paraître un peu flou pour appliquer ça, par exemple, dans le cas du loto. Typiquement, vous allez aujourd'hui estimer que vous avez une chance de gagner au loto finalement plutôt élevée parce que tout le monde aujourd'hui a un exemple d'une histoire de quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, a gagné au loto. Donc, en fait, il s'avère que les joueurs aujourd'hui surestiment complètement leurs chances de succès finalement en jouant. Et donc vont sur des jeux avec des taux de retour aux joueurs très faibles. Très faibles, mais finalement s'en moquent parce que grâce à cette heuristique de disponibilité, ça leur convient très bien. Donc ça c'est le concept et le biais cognitif qu'il faut avoir en tête, l'heuristique de disponibilité, et ça favorise évidemment l'activité de la Française des Jeux avec la loterie et puis j'imagine également avec les jeux de grattage. Par contre, dès qu'il s'agira de s'internationaliser, là, il faudra se frotter à des acteurs qui, eux, ont des politiques agressives de taux de retour aux joueurs. Donc là, il faudra aussi prendre ça en compte lorsqu'on investira ou pas dans cette société, qu'est la Française des Jeux, mais les marges pourraient être un peu moindres à l'extérieur. À l'extérieur, oui, mais elle a son assise à l'intérieur. Et après, toute la question, c'est ça, aujourd'hui, c'est une entreprise d'État qui est confortablement installée chez elle. Est-ce qu'elle va réussir à se transformer en marketeur agressif à l'international pour conquérir des parts de marché? C'est pas les mêmes logiques. Hein. C'est vraiment des gens qui sont pas câblés pareil quand on est dans une entreprise nationalisée ou ouverte à la concurrence. Alors justement, dans une société où l'État a un tel droit de regard, est-ce que les décisions vont être prises non pas en fonction de jeux politiques divers et variés, mais selon une logique disons business? Ce qu'il faut voir, en fait, c'est les conditions de cette privatisation aussi. C'est de dire, on a quand même un président qui nous met en avant depuis plusieurs années la Startup Nation, l'intérêt d'être actionnaire pour participer à la croissance. Il y a tout un storytelling, une histoire qui pousse les gens à entreprendre. Et je pense que ces conditions-là, c'est pas spécialement parce que Bruno Le Maire ou M. Macron veulent garder le contrôle sur la Française des Jeux, parce qu'on l'a dit, les gains en dividendes, l'enjeu n'est pas là. Mais moi, je me dis, c'est plutôt pour sécuriser cette privatisation en disant aux gens, écoutez, voilà, ça va bien se passer, on reste là, et puis ils vont lâcher les rênes progressivement, parce que l'intérêt pour l'État de la Française des Jeux, voilà, c'est pas l'enjeu est sur les taxes, on le rappelle. Une société, pour l'heure, solide, très bien.
si on insiste un petit peu sur les risques, parce qu'investir en action, c'est toujours du risque, on a donc ce problème tout de même de la présence de l'État, parce que l'État est le faiseur de marché, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui décide. Donc les règles peuvent changer du tout au tout, et la fiscalité peut changer aussi. Ça, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, surtout à une époque où des États impécunieux recherchent de l'argent à tout crin. Oui, oui, oui. Ça, c'est un risque à prendre en considération. L'internationalisation, ça sera un défi pour la Française des Jeux, clairement. On peut le dire comme ça, Richard ? Bah oui, 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 tout à fait. Et puis, on a aussi un risque d'homogénéisation de la réglementation à l'échelle européenne. Ça peut être favorable comme être défavorable, mais on ne sait pas ce qu'il en ressortira. Alors là, il y a une convention qui a été signée entre la Française des Jeux et l'État, justement, et ça a été entériné dans la loi Pacte. C'est-à-dire que l'État garantit une stabilité réglementaire à la Française des Jeux pour les années qui viennent. Et si jamais il y a un changement réglementaire, la loi prévoit que c'est la responsabilité de l'État qui est engagée. Donc en gros, si l'Europe venait à dire les jeux d'argent, finalement, on change les règles et que ça ait un coût pour la Française des Jeux, la Française des Jeux pourrait dire à l'État français, d'accord, mais du coup, c'est tant de millions par an. Et du coup, ça a tendance à mettre un peu d'eau dans le... Oui, dans pour le vous, bain de donc tout le monde, là, quoi. il y a une sorte d'airbag dans le véhicule français. Je ne sais pas s'il fonctionnera bien, à plein régime, partiellement, etc. C'est un peu la surprise avec les airbags. On ne sait s'il fonctionne que le jour où on a un accident. Mais en attendant, on retrouve pour moi cette logique de vouloir sécuriser cette privatisation. Alors, d'un point de vue philosophique, est-ce qu'il faut s'intéresser à une privatisation ? Eh ben, ça, c'est vraiment une très bonne question parce que y a toujours deux discours. Quand on entend sur les privatisations, on dit « ouais, mais de toute façon, l'État, il vend et puis ça favorise les actionnaires. C'est au profit des actionnaires et aux dépens de l'État. Et du coup, il faut taxer les actionnaires pour récupérer l'argent indu qu'ils ont gagné. » Il y a un peu cette logique. Et ben là, on a l'occasion de dire, si vous pensez que les actionnaires s'enrichissent à chaque coup, achetez des actions, comme ça vous pourrez faire du loto avec les actions du loto. Mais au-delà de ça, acheter des actions, ça doit toujours s'entendre dans une logique patrimoniale. C'est-à-dire que quand vous construisez un patrimoine, vous pensez d'abord à votre vie, votre logement, votre famille, votre projet de vie. Vous investissez d'abord dans vous-même. Et ensuite, une fois que vous avez épuisé tout l'investissement sur votre propre projet patrimonial, vous avez de l'argent, quand tout va bien, qui reste, dont vous ne savez pas quoi faire. Et ça, c'est de l'argent qu'on peut investir sur les marchés financiers. Parce qu'en réalité, les marchés financiers, ils sont là pour recycler l'argent qui dort. Et faire travailler l'argent dont on ne sait pas quoi faire, entre guillemets. Et c'est vraiment dans cette case-là, en fait, qu'on peut se poser la question. Si vous êtes à court et à 500 € près au bout de chaque mois, ce n'est pas des actions Françaises des Jeux qu'il faut acheter, quoi. Je reviens tout de même à la question de l'État, où vous allez me trouver assez obsédé par celle-ci, mais pourquoi je vous parlais de cette question philosophique de s'intéresser ou pas à une privatisation, parce que j'ai en tête tout de même la privatisation d'EDF. Il faut se souvenir, et là encore, il faut avoir en tête le risque, et ça ne préjuge pas encore une fois du succès ou de l'échec du parcours boursier de la FDJ, qui est une société complètement différente. Mais le fait d'avoir l'État derrière n'est pas une garantie de succès, puisque je rappellerai que EDF a été introduit au-delà des 30 €, il me semble, en novembre 2005. On est à moins de 10 € aujourd'hui. Bah oui. Mais voilà. Donc il faut être conscient. Mais ça, c'est le risque business. On ne gagne pas à tous les coups. Et ce n'est pas parce que l'État est tout de même partie prenante que ça sera une réussite. Eh oui, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, j'ai un autre biais cognitif qu'on appelle le syndrome du survivant, et ou aussi le syndrome de Diagoras. D'ailleurs, il y avait un tableau qui illustrait les marins qui avaient survécu en mer. Et en fait, on oublie tous ceux qui sont morts, quoi. Quand on pense à la bourse, on pense souvent au voisin qui a gagné. Mais absolument. Celui qui a perdu, en général, il est beaucoup plus discret, vous voyez. Et quand on investit en tant qu'actionnaire, et ça c'est vraiment le dilemme de tout actionnaire, c'est de dire si j'investis, je peux perdre. Vous avez un titre de propriété dans les mains. Donc un titre de propriété, ça vous garantit la propriété d'une société. Mais ça vous dit absolument rien sur sa valeur. Quand vous êtes salarié, vous êtes propriétaire d'un contrat. C'est fondamentalement différent parce que dans un contrat, on vous garantit une rente. Alors une rente contre un travail, mais c'est quand même quelque chose de sûr. On dit vous serez payé et puis si vous ne travaillez pas, vous serez viré. Mais en tout cas, vous êtes garanti sur le salaire. C'est fondamentalement différent d'une action. Avec une action, vous pouvez devenir riche. Avec un travail, vous pouvez vous sécuriser. Avec un contrat, vous vous sécurisez. Alors il faut qu'on parle maintenant des modalités de souscription, Elsa.
Alors effectivement, pour souscrire, il faut avant tout avoir soit un compte titre, soit un PEA d'ouvert. Avoir un compte, c'est bien, il faut aussi avoir des liquidités sur ce compte, c'est encore mieux. Aujourd'hui, il y a plusieurs types finalement d'introduction en bourse, 3 principaux types. Vous avez aujourd'hui des offres qu'on appelle à prix ferme, c'est-à-dire que vous connaissez le prix sur lequel vous faites votre souscription. Vous avez des offres à prix minimum et vous avez ce qu'on appelle les offres à prix ouvert, c'est le cas de la Française des Jeux, où finalement vous allez vous positionner sans connaître le prix. Donc vous allez avoir une fourchette de prix qui va être communiquée en fait par la note d'opération qui est à peu près prévue pour la semaine prochaine. Vous allez avoir une fourchette de prix et selon cette fourchette de prix, vous allez pouvoir vous positionner entre le 7 novembre et le 19. Une fois que vous êtes positionné, vous attendez et finalement à la fin de cette période, on va vous dire que finalement vous avez eu tant de titres à tel prix, mais vous ne le saurez pas finalement en amont. Vous n'avez aucune garantie d'avoir le nombre de titres que vous avez demandé. Vous pouvez être ce qu'on appelle servi à moitié, au quart, peut-être en totalité. Tout dépend en fait de la demande. Effectivement, ce sera une confrontation en fait entre l'offre et la demande et il va en sortir finalement un résultat. Et donc aujourd'hui, quand on va se positionner, on n'aura aucune idée de ce résultat-là. Ce qu'il faut avoir en tête malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, il a été prévu qu'une certaine part soit prévue pour les particuliers. Ça veut dire tout simplement que les institutionnels ne vont pas avoir... Ils ne vont pas cannibaliser toute l'offre de papier. Il va en rester pour les particuliers, et d'autant qu'en plus des mesures ont été décidées pour rendre cette introduction un petit peu attractive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a commencé à parler du fait que si jamais vous gardez en tant que particulier votre action pendant plus de 18 mois, vous aurez une action offerte pour 10 achetés. Il semblerait aussi qu'il soit possible qu'il y ait une décote de 2% sur le prix de l'action. Tout ça va être pour les particuliers. Pour les particuliers, uniquement pour les particuliers. Tout ça concrètement va être éclairci la semaine prochaine lors de la note d'opération. Mais ce qui est important, et vous l'avez dit, c'est que quand on souscrit, on ne connaît pas, là, dans le cadre de cette opération, le prix final, qu'on le découvrira quand la souscription sera fermée et que le prix sera annoncé officiellement. Exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne connaît même pas la fourchette de prix qui sera proposée, puisque la semaine prochaine, dans le prospectus AMF, on devrait annoncer une fourchette de prix. Il y a des rumeurs qui disent qu'on serait entre 15 et 20 euros, mais voilà, on ne le sait pas. Et en tout cas, si ces questions, si la FDJ vous intéresse, je co-rédige une lettre boursière, d'information boursière avec Guillaume Rouvier, qui dirige la société Ibou Expert, qui fait vraiment de l'analyse financière. Et dans la lettre du mois d'octobre, il y aura 16 pages consacrées à la Française des Jeux. Et notamment, la semaine prochaine, je serai capable de vous donner les conditions qui auront été annoncées juste avant l'introduction, l'ouverture au capital, pour vous dire comment est-ce qu'on peut faire, auprès de qui, comment acheter, sachant que j'ai un partenariat avec un courtier qui vous permettra éventuellement de vous positionner si vous le souhaitez. En tout cas, il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions a priori de ce qu'on en comprend aujourd'hui. Vous ne pourrez pas acheter 15 000 € de Française des Jeux parce que ça risque d'être une introduction. Voilà. Tout dépend de combien vous avez. Oui, absolument. Si vous êtes millionnaire. Oui, bien évidemment. Mais en gros, il risque d'y avoir un engouement assez fort pour cette introduction. Et on imagine que tout le monde, si l'État fait bien les choses, tout le monde sera un peu servi, quoi. Donc il y a peut-être un coup à jouer au moins à l'échelle de 18 mois, parce que comme le disait Elsa, il y a une bonification de 10%, on vous offre une action gratuite si vous gardez 18 mois. Et puis il y a ces 2%, donc on parlait tout à l'heure des IPO qui se passent mal, mais il y en a aussi un certain nombre où il y a un coup à faire, entre guillemets, au départ, où il y a tout cet engouement. Et ensuite, il faudra vraiment tester, est-ce que la Française des Jeux relève le défi ou alors est-ce qu'elle se laisse un peu porter par la vague et là, ce sera temps de vendre et puis on aura peut-être gratté 10-20%. Mais en tout cas, oui, il faudra se reposer des questions, ce qui est bien naturel parce que ça, c'est le principe en bourse. Il faut toujours se poser des questions par rapport aux lignes qu'on détient et on n'est jamais sûr de l'avenir. Et on n'investit que l'argent qu'on a en trop. Ça, c'est indispensable de le répéter. Richard, Elsa, merci beaucoup. Merci Vincent. Merci Vincent, bonne journée.